carrefour.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et voici Esprit Libre à 8h43 avec Anne de Guigné, reporter au Figaro, et Jean-François Colossimo, essayiste, théologien et éditeur. Merci à tous les deux d'être là. Merci en David. Ce 23 décembre, on va évoquer ce matin, mais très vite, deux sujets assez inhabituels. On va aller très vite sur le premier sujet qui est cette fameuse loi spéciale qui va permettre un budget d'urgence. Anne, est-ce que c'est un échec pour le Parlement ? Ça, c'est la version du gouvernement, David. Mais bon, moi je crois pas. Je crois que Sébastien Lecornu a passé son temps à parler de responsabilité. C'est le moment à lui aussi de prendre sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il y a le 49.3. Et c'est sûr que pour lui, c'est plus facile, vu les équilibres qui arrivent, de laisser le budget, comme ça a été le cas pour la Sécu, être voté par le parlementaire. Comme ça, ce n'est pas son budget. C'est le Parlement qui l'a voté. Mais non, là, il est Premier ministre, donc il faut qu'il assume, lui, les compromis qu'il a menés. Et qu'il y aille et qu'il prenne son risque. Et donc je pense que non, il est temps qu'on avance, d'avoir un 49.3, il a fait le maximum, mais là voilà, il faut qu'il prenne sa responsabilité et qu'il arrête de la renvoyer aux autres. Jean-François Colossimo, le 49.3, c'était une façon aussi pour Sébastien Lecornu de laisser le Parlement à ses responsabilités, de montrer qu'il était aussi ce fameux Premier ministre le plus faible de l'histoire de la Ve République. C'était pas aussi un défi pour lui de se dire « je vais être l'homme du compromis, je veux être l'homme du compromis pour se ménager un avenir politique ». Et c'était, une fois de plus, cette pauvre constitution de la Ve qui nous a garanti la paix civile, qui a réconcilié les deux pans de notre histoire, avant 1789, après 1789, n'est-ce pas, qui a guéri la France de cette tendance innée à la guerre civile, à la division des partis, au clan, etc. Elle est complètement détricotée, et l'abandon du 49.3, c'est une hérésie, en fait. En fait, c'est la cinquième qui fait de la résistance. Oui, non, puisque tout le monde le réclame. Voilà. La Ve fait la résistance, mais elle a du mal aussi à résister dès lors qu'il n'y a personne vraiment pour la défendre. La Constitution, c'est le président préside et le Premier ministre gouverne. Mais comment est-ce que vous voulez gouverner lorsqu'en fait, vous vous considérez vous-même comme un petit bouchon de liège jeté dans un océan, ballotté par les vagues, etc., et en disant votre bonheur, finalement, à ne pas savoir où vous allez. Comme c'est beau. On va en rester là, Anne de Guigné, sous le charme des métaphores de Jean-François Colossimo. Anne de Guigné, vous souhaitiez nous parler d'une étude portant sur 300 000 étudiants américains. On reste dans le domaine économique. Il semble que ces étudiants aient un profil plutôt conservateur et ça vous a inspiré quelques réflexions qu'on peut trouver sur le Figaro.fr. Mais c'est assez intéressant. Oui, en fait, c'est une étude de doctorants en économie qui démontre que les étudiants qui font de l'économie ou du business, qui ont choisi pour leurs études, sont plus conservateurs que les autres. De loin, on n'est pas totalement choqués, ils se confrontent. Évidemment, il y a beaucoup choisissent cette voie parce qu'ils ont envie de gagner leur vie. On parle des étudiants américains. Des étudiants américains, c'est aux États-Unis. Mais j'étais quand même amusé de voir que le titre de l'étude revient à dire quand vous faites de l'économie, vous êtes plutôt plus à droite. Évidemment, ça nous renvoie à nos grandes stars en économie qui ne brillent pas forcément en France par leurs idées conservatrices. Et on voit, et notamment là, on parlait des débats parlementaires, on a quand même beaucoup vu Gabriel Zucman, qui est un excellent économiste. On ne peut pas vraiment dire à droite. C'était très intéressant de voir les propositions de taxes et de voir à quel point il a réussi à bousculer le débat qui était vraiment, il y a encore 2 mois, était ciblé sur l'ISF, pour ou contre le retour de l'ISF. Maintenant, on est passé à la taxe Zucman, qui est quand même 20 milliards de rendement, donc pour ou contre la taxe Zucman. Si vous êtes contre, vous êtes déjà un dangereux conservateur de droite. C'est vrai qu'en France, on a eu en son temps Thomas Piketty, ensuite on a eu Gabriel Zucman, il y en a sans doute eu d'autres avant, mais Jean-François Colossimo, la presse adore les économistes de gauche. Oui, en fait, si vous voulez, de toute façon, en France, il y a, je dirais, d'un point de vue simplement de taxinomie, on sait qu'en France, il n'y a pas de libéralisme. Il n'y a que de l'ultralibéralisme, n'est-ce pas? Je veux dire, avec le couteau entre les dents et la destruction sociale à la clé, quoi. N'est-ce pas? Et or, en fait, historiquement, nous sommes le pays du libéralisme, en tout cas du libéralisme philosophique. Et nous l'avons complètement oublié, mais parce que vous avez cette espèce de conjonction, si vous voulez, il faut bien comprendre que quand vous êtes à la fois dans un pays qui fut majoritairement catholique d'une manière écrasante, et qui ensuite s'abandonna quand même de manière assez forte au communisme, n'est-ce pas? Vous avez deux conceptions de l'économie qui sont plutôt des conceptions un tout petit peu de l'anti-économie, au sens où il y a comme une espèce de puissance diabolique qui est affectée au pouvoir de l'argent et qu'il faut
je dirais en quelque sorte exorcisé. C'est ça un peu le caractère français, il me semble. C'est Anne qui... Anne de Guigné, on a quand même quelques prix Nobel d'économie. Le dernier en date... Philippe Aghion, on n'est pas... Aghion, on peut pas dire que ce soit un dangereux communiste. Non. Ce qui est sympathique, c'est qu'il le raconte volontiers. Et lui, il a bien suivi la voie décrite par nos doctorants de l'étude. Ses parents étaient communistes. Il a commencé sa jeunesse comme un activiste communiste. Et lui, voilà, étudiant l'économie, maintenant, voilà, il a conseillé Emmanuel Macron. Je pense qu'il est clairement plus marxiste. Mais Philippe Aghion, lui, c'est l'économiste de la croissance. Donc les impôts, c'est pas sa passion. Mais il faut pas non plus en faire un homme de droite. Hein. Il se définit comme social-démocrate, mais il est clairement dans le pragmatisme, Schumpeter. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment créer plus de richesse pour tout le monde, pour le partager. Mais son biais, c'est comment créer plus de croissance. Jean-François Colosimo, vous avez été éditeur, alors pas éditeur de livres scolaires ni de livres de manuels d'économie, mais moi j'ai le souvenir dans les années 80, quand j'ouvrais mes manuels d'économie, il y en avait que pour Keynes, Marx, il y en avait des tartines, et les libéraux américains étaient regardés avec une certaine suspicion. Dans l'enfer, hein, n'est-ce pas, dans l'enfer. Mais oui, c'est le problème des programmes scolaires en France, de toute façon, qui sont en décrochage complet, je dirais, avec le devenir du monde, avec même le devenir des idées, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes quand même, je dirais, là, dans une forme un peu de dictature de la pensée, je dirais, retardataire, de la pensée archaïque, en économie, mais c'est vrai, regardez, en histoire, c'est vrai, en littérature, à peu près dans toutes les matières, il y a une espèce de dictature idéologique qui est imposée, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça qui est de nouveau, c'est qu'il y a une sorte de renversement, que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent plus tellement de cette doxa, quoi. Juste sur l'économie, justement, Aghion, il était à Harvard, quand il est rentré en France, c'est le premier truc qu'il a fait, il s'est attelé à revoir les programmes de lycée en économie, et ça a un peu changé depuis. Et ça a un peu changé. Ouais, et c'est grâce à lui. Et ça, il faut le dire. Il faut retourner au lycée. Je voudrais, exactement, il faut toujours retourner un peu à l'école, ou en tout cas rouvrir les manuels scolaires. Jean-François Colosimo, il y a deux visages qui, ces derniers jours, éclairent l'actualité américaine. Je laisse celui de Donald Trump de côté, parce que lui, c'est tout le temps, tous les jours. Je pense au visage de Jeffrey Epstein, avec cette fameuse affaire de photographie, qui était sur les photos, qui n'y était pas, qui est compromis par la simple présence sur une photographie, avec l'homme qui est mort en prison, Jeffrey Epstein, et puis l'autre visage, c'est J.D. Vance, qui se veut le champion de l'Amérique chrétienne. Alors d'un côté, on a une Amérique un peu dévoyée, dépravée, celle des parties fines, du goût pour les mineurs, les jeunes filles mineures, et puis de l'autre côté, on a le champion de la vertu. Quel regard portez-vous sur cette Amérique ? Alors, d'abord, je pense que vous avez raison de lier les deux, dans le sens où Epstein, c'est aussi un phénomène religieux ou para-religieux, ou en tout cas idéologique. Ce n'est pas qu'une affaire de débauche, n'est-ce pas? La débauche, comme chez le marquis de Sade, c'est l'indice d'une vision du monde qui est largement partagée d'ailleurs par l'establishment démocrate, parce que le monde dans lequel vit Epstein, c'est l'establishment démocrate, n'est-ce pas? Même si il chope ici ou là quelques républicains. Et à ce moment-là, en fait, à quoi on assiste? Epstein, c'est l'homme de l'idéologie de la Silicon Valley. Je suis désolé, mais si on veut pas aller voir ça, on comprend rien. Et effectivement, on en fait une espèce, je dirais, là, d'histoire à épisode, de choses sordides. Pourquoi vous dites idéologie de la Silicon Valley? Parce que l'idéologie de la Silicon Valley, c'est cette espèce de fausse innocence du gauchisme recyclé en nietzschéisme. N'est-ce pas? C'est Elon Musk. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent on va vous faire vivre dans la liberté la plus totale. Mais évidemment, la liberté des plus puissants n'est pas tout à fait celle des plus faibles, n'est-ce pas? Les plus faibles doivent servir le plaisir des plus puissants, et on bascule dans une espèce de nietzschéisme de bas étage, mais qui est tout à fait cette idéologie représentée par ces gens qu'on adule, Steve Jobs, Bill Gates, etc., etc. Ça ne fait pas de ces gens-là des partouzeurs et des gens qui détournent les mineurs. Il a été piégé par Epstein. Il a été piégé sur une photo? Non, il a été piégé plus que ça. Il a été piégé parce que Epstein lui a mis une jeune fille... semble-t-il, ce qui a causé son divorce d'ailleurs, hein. Une jeune fille, puisque Bill Gates participait au dîner chez Epstein avec Woody Allen, etc. Mais enfin, un des personnages centraux de l'affaire Epstein, c'est quand même Bill Clinton.
Ça, c'est quand même ça la vérité. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette Amérique qui pratiquait toujours cette espèce de grande morale, en même temps, ne l'était pas du tout. Alors, J.D. Vance, c'est une autre affaire. C'est la manière dont les catholiques sont en train de prendre le pouvoir aux États-Unis. C'est la plus grande église des États-Unis. C'est évidemment, les protestants sont 2 fois plus nombreux, mais ils sont éclatés, alors que l'église catholique, c'est une église qui est toujours démocrate. Pourquoi? Parce que d'abord, les catholiques étaient mal vus par les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, l'establishment qui a fait l'Amérique. Et puis, parce que quand vous êtes polonais, irlandais, italien, vous arrivez, vous êtes second immigrant, il faut faire votre place. Aujourd'hui, ils ont complètement basculé. Les catholiques ont voté massivement Trump. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils attirent énormément. Ils attirent énormément parce que d'une part, ils ont rejoint la majorité morale protestante, ils se sont protestantisés complètement, les marches pour la vie, pro-life, tout ça. Et de l'autre côté, ils ont cultivé beaucoup plus qu'en Europe leur caractère liturgique, n'est-ce pas? Tout à fait ancestral. Le faste, la pompe existent dans le catholicisme américain. Et donc, c'est ce double aspect, si vous voulez, d'un maximalisme moraliste et en même temps d'une espèce de continuité historique dont les États-Unis sont dépourvus. Vous savez qu'aux États-Unis, vous prenez vite un mal de tête lorsque vous traversez les États-Unis parce que le monument le plus ancien que vous pouvez croiser remonte à 1898, tu vois. Donc vous avez un peu un sentiment de sevrage historique. Et peut-être Voilà. Anne de Guigné. Pour quand même relier ces 2 écoles, il y a une figure qui est passionnante, c'est Peter Thiel, qui est vraiment de la Silicon Valley, qui lui n'est pas catholique mais chrétien revendiqué. Peter Thiel, homme d'affaires, qui a financé en partie la campagne de J.D. Vance et qui est à l'origine de PayPal. De Palantir, qui est un milliardaire, un des investisseurs les plus importants de la Silicon Valley, qui a fait J.D. Vance en partie, qui l'a embauché à la sortie d'Yale, et lui qui est chrétien par René Girard et qui est très proche de... Donc tous ces mondes se relient quand même. C'est des gens qui lisent beaucoup René Girard. Et d'ailleurs, J.D. Vance a dit qu'il est devenu catholique en partie en écoutant Peter Thiel, en lisant Saint-Augustin et René Girard. Et donc ces mondes quand même ont plus de ponts qu'on peut le dire. Il n'y a pas de mondes qui n'ont rien à voir. Ils se rejoignent aussi. Et cette alliance catholique très traditionnelle et Silicon Valley se fait par Peter Thiel. Et là, ça peut être un peu explosif. Et je m'incline devant la science d'Anne, qui, contrairement à beaucoup de journalistes français, voit parfaitement ce qui se passe aux États-Unis. Je plaisante pas parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui découvrent l'Amérique, tu vois, 5 siècles après Christophe Colomb. Mais en un mot, effectivement, Vance représente cette espèce de néo-christianisme que Robert Prévost, l'actuel Léon XIV, a condamné. Il a condamné directement Vance en lui disant de retourner au catéchisme. Vous retournez à vos cahiers tous les deux. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un joyeux Noël. On se reverra en janvier. On va se quitter avec le chanteur britannique Chris Rea. On lui doit de nombreux tubes, dont Joséphine, On the Beach, et cette balade Driving Home for Christmas, téléchargée sur Spotify 659 millions de fois. Ça en fait des trajets en voiture pour retrouver sa famille un soir de Noël. Voici Chris Rea. Faces. I'm driving home for Christmas.